Les connaissances scientifiques sont indispensables pour mener à bien une politique de la conservation de la nature. Dans le cadre de cette série consacrée aux droits de la protection de la nature, cette seconde vidéo portera sur les rapports entre la science et le droit. Il n'y a pas un jour qui se passe sans que l'on évoque une crise écologique majeure, que ce soit le blanchiment des récifs coralliens, des incendies de forêts spectaculaires, la disparition soudaine d'espèces emblématiques. Nous sommes préoccupés devant l'ampleur de cette crise qui paraît aussi redoutable que le réchauffement climatique. J'ai le plaisir, ici à l'Institut royal des sciences naturelles, d'interviewer Madame Hilde Egermont, qui est coordinatrice du point focal pour la biodiversité en Belgique. Nous sommes entourés d'iguanodons qui ont disparu il y a 70 millions d'années, qui nous rappellent que les espèces qui nous entourent ne sont pas éternelles. Pourriez-vous nous dire, en quelques mots, l'ampleur de cette crise? Recent reports have shown that we are losing our biodiversity at very high speed. The speed is 10 to 100 times higher than during the past millennia. And maybe to put some numbers on this, we have lost 680 of our vertebrate species since the 16th century. And also it is estimated that 1 million species are threatened with extinction. And we see that also very clearly in, as you say, bird species, we see that in mammals, we see that in the corals, we see that also very closely when looking at insects. And it's not only in the number of species, but we also see it in what we call the abundance, the number of individuals within a species. For example, you can see that we have far less insects that are sticking to our windows when we drive the car. And actually a very recent report by WWF has shown that we have lost 70% of the abundance of mammals, of fish, of amphibia, of reptiles and of birds since the 1970s. So the crisis is clearly very severe. Je présume qu'il y a plus d'un facteur anthropique, qu'il soit direct ou indirect, qui s'exerce sur l'état de conservation de la nature sur la planète Terre. Pourriez-vous nous commenter les principaux facteurs? Yes, so there are in fact 5 what we call direct drivers of biodiversity loss. The key, so the principal driver is the changes in land use and sea use. So basically for food production, but also for housing, for urbanization. So that's the key driver of biodiversity loss, the changes in land use and fragmentation. Then secondly, also what is very important is overexploitation, the direct use of species, for example for fishing or hunting. The third principal factor for biodiversity loss is climate change. So climate change has a direct impact on biodiversity, but at the same time biodiversity loss is impacting on climate change, so there's an amplification of the effect. The fourth factor is what we call pollution, pollution by nutrients, pollution by pesticides or by plastics. And the fifth direct factor is what we call invasive alien species. So these are species that are brought into certain habitats where they do not belong and they compete with the native species. So these are the direct drivers of biodiversity loss. But these direct drivers themselves are driven by what we call indirect drivers. And with this we mean, for example, changes in demography, so changes in the population, also the way we deal with the economy, because now everything is based on economic growth, so this has an impact on biodiversity and these drivers. Also political systems, legislation plays a role in determining biodiversity. And also our values and the way we relate with nature is very important, because that also determines how we consume nature and how substantive that will be. So, and for that reason we say that biodiversity loss is not just an ecological crisis, but it's also a development crisis, it's a security crisis, it's a social crisis, and it's even a moral issue. La connaissance scientifique me paraît indispensable pour que des politiques de conservation de la nature puissent atteindre leurs objectifs. Or, par manque de moyens, cette connaissance est lacunaire. Par ailleurs, j'ai l'impression que les décideurs politiques ne prennent pas suffisamment au sérieux l'expertise scientifique. En revanche, en matière de réchauffement climatique, depuis une vingtaine d'années, on a assisté à la mise sur pied du GIEC, qui a amélioré cette interaction entre l'expertise scientifique d'une part et la prise de décision politique d'autre part. Y a-t-il quelque chose de similaire en matière de sciences naturelles?
Yes, indeed. So the IPES is also producing reports that are then used by policymakers to change practices. But the IPES also goes a step beyond, because what it also does is it does a lot of capacity building around biodiversity and ecosystem services. And it also looks at the gaps in the knowledge. Through these assessments, we can also see what type of knowledge we lack, but also what type of research is needed to fill the gaps. So IPES also has this role of what we call knowledge generation. It also creates, inspires scientists to work on some topics that can also advance and improve the situation. Donc si je vous comprends bien, c'est un véritable exercice de synthèse qui est appelé à mieux divulguer les connaissances scientifiques qui ont été réunies jusqu'à présent. Yes, definitely. So the IPES is producing reports, topical reports, and it really is some kind of like what we call a science policy interfacing. It brings the science to the policymakers, but it also makes sure that the scientists address policy relevant questions in their research. Il me semble que la notion d'espèce occupe une place centrale dans le droit de la conservation de la nature. Dès le XIXe siècle, différents accords sont adoptés en vue de protéger les espèces menacées par la chasse ou par la surexploitation ou par le commerce international. Si l'on parcourt les accords, voire les législations nationales en matière de protection de la nature, celles-ci contiennent de longues annexes qui reprennent des espèces, voire des sous-espèces. Or, la notion d'espèce est rarement définie, et si je prends la définition qui est donnée par la Convention CITES, celle-ci est redondante puisqu'une espèce est définie comme étant une espèce ou une sous-espèce. Pourriez-vous nous éclairer sur la portée de la notion d'espèce? Well, that's a very good question. In fact, there is no consensual definition of a species. If we look in literature, if you look at the scientific literature, there's about 50 different definitions of a species that are being discussed. And the reason for that is that, well, biological reality just isn't that simple. Most people know a species when they see one, so it is something that seems easy, but from a scientific point of view, this is actually absolutely not the case. The most commonly used species definition is what we call the biological species definition, which says that any group of organisms that form a species have the capacity to produce living offspring after sexual reproduction. Now that is something which we quite easily understand. However, there are quite a few living organisms, groups of living organisms, that do not have any sexual reproduction at all. So that definition would not suit them in any way. And there are many more of this kind of complexities which make that finding a simple single definition is really a very hard thing to do. Je présume qu'il est plus aisé pour les services vétérinaires ou les services d'inspection environnementaux de contrôler les espèces importées et exportées au regard de critères physiologiques ou anatomiques, alors que de plus en plus, en sciences biologiques, les critères de détermination reposent sur l'ADN de l'espèce. Est-ce que ceci ne risque-t-il pas de compliquer la tâche des services de contrôle? In most cases, it is indeed easy or possible to identify a species based on the morphology, anatomy, or what have you. However, this is not always the case. There are quite a few species, quite a few actually very diverse, very different species who look very, very similar because they live in the same type of habitat or they have the same type of requirements. And so in some cases, we really have to go to the DNA and have to sequence the DNA to be really sure what we are talking about. And this is in particular the case for legislation on species which have fragmented geographical areas. So if a species occurs in two populations, one say in the east of Africa and the other in the west of Africa, the one in the east of Africa may be doing very well, does not need any protection, while the one in the west of Africa may be very heavily impacted and very endangered. And the only way to distinguish between those two may be by looking at their DNA. J'ai le plaisir d'interviewer Olivier Hardy, directeur de recherche FNRS à l'Université libre de Bruxelles, à la Faculté des sciences. Nous avons vu tantôt que le concept de biodiversité couvre à la fois la diversité écosystémique, la diversité systémique, mais également la diversité au sein des espèces, donc la diversité génétique.
La Convention sur la biodiversité évoque à de nombreuses reprises le concept de diversité génétique, notamment le troisième objectif, vise à prévoir la redistribution des avantages qui découlent de l'exploitation des ressources génétiques. D'autres dispositions évoquent le transfert de matériel génétique d'une partie à une autre. Or, la grande majorité des textes en matière de biodiversité, au niveau international ou au niveau national, n'évoquent pas la diversité génétique. Je songe notamment à l'accord de Rome de 2001 sur les ressources phytogénétiques destinées à l'agriculture et à l'alimentation. Son champ d'application est limité aux seules ressources phytogénétiques. On pourrait dès lors se demander en quoi consiste un gène. Alors, un gène, c'est en fait une information qui est codée dans l'ADN. Et l'ADN, c'est ce qu'on appelle une macromolécule qui peut se représenter comme un long filament, un enchaînement en fait de 4 types de molécules qu'on désigne par ACGT qui fonctionnent comme un alphabet. Alors, une molécule d'ADN, ça peut comprendre une dizaine ou des dizaines de millions de ces lettres qui s'enchaînent. Et lorsque l'ADN se présente sous une forme condensée à certaines phases du cycle cellulaire, ils apparaissent en fait comme des chromosomes. Et donc, chaque chromosome, c'est en quelque sorte un volume d'une énorme encyclopédie moléculaire, de cuisine moléculaire, qui est contenue dans chaque cellule. Et si en fait chaque volume, chaque individu possède 2 volumes, un hérité de la mère, un hérité du père, c'est vrai pour les plantes et les animaux en général. Et si on ouvre ce volume, on va retrouver un peu de charabia, mais aussi des textes importants qui vont en fait en quelque sorte décrire sous quelles conditions et comment est-ce qu'on produit telle protéine, tel enzyme. Ces enzymes qui vont en fait conditionner le fonctionnement cellulaire, les interactions entre cellules et ainsi le fonctionnement des cellules, des organes et de l'individu en entier. Donc un gène, c'est en fait une séquence d'ADN à un endroit précis du génome, c'est-à-dire l'ensemble des chromosomes, et auquel on peut associer une fonction pour l'organisme. Dans ces différentes boîtes entomologiques, on retrouve des espèces communes comme le porc du jour, la carte géographique, et une autre espèce peut-être moins connue du grand public, Melitea leviana. Pourriez-vous nous expliquer comment se manifeste cette diversité génétique? Bien, dans cette espèce, si on regarde bien les motifs des ailes, ils sont variables. En fait, on a pu reconnaître en quelque sorte différentes variétés. Et donc, c'est une expression, une des manières dont s'exprime cette diversité génétique. Différents individus se différencient en partie par leur séquence d'ADN. Et on a évoqué tantôt la diversité entre les espèces, diversité spécifique. On vient d'aborder la question de la diversité génétique. En quoi la diversité génétique est-elle liée à la diversité spécifique? Alors, ce qu'il faut d'abord réaliser, c'est qu'il n'y a pas une frontière stricte entre diversité infraspécifique, interspécifique en quelque sorte. C'est-à-dire que si on a des populations d'une espèce qui s'isolent, qui se différencient à long terme, eh bien elles vont devenir sur du très long terme des espèces différentes. Et donc pour les biologistes, il faut notamment des données génétiques souvent pour parvenir à mettre la limite entre les 2 niveaux de diversité. Pourriez-vous nous expliquer comment la conservation ou le maintien de la diversité génétique contribue-t-elle à la préservation de la diversité spécifique? Oui, en fait, la diversité génétique est indispensable pour les espèces et leurs populations, indispensable en fait pour qu'elles s'adaptent à des nouvelles conditions de l'environnement qui changent. Ça peut être aussi l'arrivée d'un prédateur, d'une nouvelle maladie. Différents individus vont avoir en partie par leurs différences génétiques, des capacités meilleures pour s'adapter, survivre, se reproduire dans ces conditions. Donc la diversité génétique, c'est en quelque sorte un capital de résilience pour les espèces et les populations pour s'adapter à l'avenir. Donc le critère génétique peut permettre de tracer la frontière d'une espèce à une autre, si je vous comprends bien. Oui, avec un certain arbitraire malgré tout dans certaines conditions. Pourriez-vous nous donner un exemple? Oui, on pourrait imaginer une espèce de plante chez laquelle différents individus soit investissent plus dans leur système racinaire ou plus dans le système aérien. Et bien sur un sol pauvre où c'est qu'il vaudra mieux avoir des racines développées, dans un sol fertile, les individus qui auront investi plus dans la production de graines seront plus adaptés, auront plus de descendants.
Alors que les pressions s'accentuent sur les habitats et leur population animale et végétale, quels sont les avantages qui résultent du maintien, de la conservation de la diversité génétique pour l'homme? Alors, bon, d'abord, pour les espèces sauvages qui intéressent également l'homme, cette diversité génétique, comme j'ai dit, c'est un capital de résilience par rapport au changement. Maintenant, pour toutes les espèces que l'homme exploite, on pense aux plantes cultivées, aux animaux d'élevage, eh bien, cette diversité génétique est en fait essentielle pour créer de nouvelles variétés, notamment des variétés qui vont pouvoir s'adapter à des changements climatiques par exemple, mais aussi à des nouvelles maladies. Donc c'est la base fondamentale pour améliorer les productions de l'homme. Oui. Je présume que par le passé, la raréfaction de la diversité génétique a pu conduire à des catastrophes. Pourriez-vous nous donner un exemple? Oui, un exemple célèbre, c'est en fait la famine qui s'est abattue sur l'Irlande au milieu du 19e siècle et qui était due à l'arrivée d'une nouvelle souche de champignons qui a détruit en fait la production de pommes de terre qui était la base de l'alimentation de la population. Or, cette pomme de terre, à l'époque, s'était formée essentiellement d'une variété, d'un clone en fait, donc il n'y avait pas de diversité génétique. Si à l'époque on avait eu de nombreuses variétés de pommes de terre, il est fort probable que certaines d'entre elles se seraient montrées résistantes à ce champignon et que les conséquences en termes de famine auraient été beaucoup moindres. Entré en vigueur en 2014, le protocole de Nagoya réglemente l'accès aux ressources génétiques ainsi qu'un partage juste et équitable des bénéfices qui résultent de l'utilisation de ces ressources. Le protocole a principalement été conçu en vue de réglementer la bioprospection, menée généralement par des instituts de recherche ou des sociétés occidentales dans les pays du Sud. Cette bioprospection poursuit des fins lucratives. Or, le gros de la recherche qui est menée en sciences naturelles au sein de votre université, ici à l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique, est de nature fondamentale et ne poursuit pas d'objectifs lucratifs. Est-ce que la mise en vigueur de ce protocole ne risque-t-elle pas de contrarier les objectifs de conservation qui sont poursuivis en termes de recherche scientifique? Je dirais que, a priori, si les procédures pour obtenir les autorisations sont bien conçues et efficaces, ce protocole devrait favoriser les collaborations entre chercheurs des pays pauvres et des pays riches. Et en ce sens, il pourrait favoriser le transfert de connaissances et de compétences. Donc ça, c'est le cadre idéal. Maintenant, si dans la pratique, il s'avère que dans les pays pauvres, ce soit difficile d'obtenir accès à ces procédures, qu'elles soient longues ou qu'elles soient onéreuses, eh bien, ça pourrait effectivement beaucoup contrarier en quelque sorte la recherche sur la biodiversité. Or, sous les tropiques en particulier, il reste encore des millions d'espèces à décrire. Donc effectivement, il y a un risque que ce protocole, selon la manière dont il sera appliqué, puisse constituer un frein. S'agissant de la recherche fondamentale, le protocole serait donc une arme à double tranchant. Oui, en quelque sorte. D'une part, la collaboration entre les équipes du Nord et les équipes du Sud, et d'autre part, si, comme vous venez de le dire, les procédures s'avèrent trop onéreuses, elles pourraient constituer un frein à la recherche fondamentale. Tout à fait. J'ai le plaisir d'interviewer Luc Janssen de Bisthoff, qui est responsable du programme CBIOS de la coopération belge au développement. Nous avons abordé la notion d'écosystème qui renvoie à la notion d'habitat naturel. Les habitats naturels sont définis dans certaines législations. Je songe notamment à la directive de l'Union européenne sur les habitats qui distingue les habitats naturels, définis comme étant les zones terrestres ou aquatiques qui se caractérisent sur un plan géographique, biotique ou abiotique, des habitats des espèces, lesquels sont définis comme étant les milieux où vit une espèce à l'un des stades de sa vie qui est caractérisé par des critères biotiques ou abiotiques. Donc cette notion paraît prégnante dans le droit de la conservation de la nature en Europe. On ne retrouve pas nécessairement la notion d'habitat dans des accords cadres comme celui sur la biodiversité. Pourriez-vous nous éclairer sur la portée de cette notion d'habitat? Oui, donc en effet, la Commission européenne emploie le terme habitat pour cette directive Habitat avec plein de sous-directives pour mieux protéger la nature en Europe. Et on pense au réseau Natura 2000, qui est un réseau de plein de petites réserves naturelles à travers l'Europe et qui est connecté le plus possible. Voilà. Donc en fait, l'habitat, c'est un peu
un sous-élément d'un écosystème, on peut dire. La plateforme intergouvernementale IBES emploie plutôt le terme écosystème, qui est un peu plus large, disons, mais il y a beaucoup de ressemblances entre les deux. Alors que la législation européenne reconnaît le concept d'habitat au détriment du concept d'écosystème, si je vous comprends bien. Oui, mais c'est un peu interchangeable, disons. Les écosystèmes, c'est un peu plus à une plus grande échelle. Comme l'Europe est faite de très petites régions naturelles, je comprends qu'ils emploient le mot habitat. Et donc c'est la désignation de ces habitats qui vont tomber sous le coup du réseau Natura 2000 doit conduire les États membres à désigner des zones protégées. Quelle est la raison d'être de ces zones protégées? Eh bien, la création de zones protégées est un des outils clés pour la conservation de la nature. C'est grâce aux zones protégées de par le monde que la nature a encore une chance de survie par rapport à la démographie galopante humaine. Ça veut dire que sans zone protégée, les espèces naturelles, les habitats viendraient à disparaître, à s'évanouir. Oui, il suffit de prendre l'avion et de regarder l'Europe de l'air. On voit en fait un paysage rural et agricole. Et les seuls endroits un peu verts, ce sont les zones protégées, les forêts, qui sont toutes protégées d'une manière ou d'une autre. Et je présume que les effets juridiques des différents statuts sont très variables. Un parc national admet que des activités piscicoles ou cynégétiques, de tourisme, de loisirs puissent avoir lieu, alors qu'une réserve, le statut de réserve naturelle intégrale prohibe, interdit toute activité humaine. Tout à fait. Ça dépend donc de l'usage qu'on veut en faire. Par exemple, en Afrique, le statut de parc national est beaucoup plus strict qu'en Europe. Donc là, c'est vraiment la réserve intégrale où il n'y a que du tourisme, disons, de la recherche. Pourquoi est-il nécessaire, notamment sur le continent africain, d'adopter des statuts relativement stricts qui vont apporter des restrictions aux droits des populations indigènes à exploiter les ressources naturelles sur le territoire de la zone protégée? Oui, c'est tout un débat. Il y a ce qu'on appelle la conservation de forteresses, qui est une conservation qui est pour l'instant un peu critiquée parce qu'elle résulte un peu de l'ère coloniale, c'est-à-dire qu'on voulait préserver la nature des humains. Voilà, c'est ça. Mais on évolue de plus en plus vers une conservation de participation, c'est-à-dire qu'on implique toutes les parties prenantes d'une aire protégée dans leurs droits et obligations. Et on essaye de développer des systèmes de cogestion des aires protégées. Là s'inscrit davantage dans le développement durable. Cet équilibre à trouver entre le développement économique et social et la nécessaire conservation des ressources naturelles. Oui, tout à fait. D'ailleurs, le programme UNESCO Man and Biosphere Reserves, qui s'est développé à partir des années 70, fait ça, c'est-à-dire donne un label de qualité à des aires protégées de par le monde. Il y en a déjà 700. Et ce label de qualité résulte de critères très stricts de gestion et de protection de la nature, mais aussi d'usage durable par les populations locales. Comment est-il possible alors d'intégrer les aspects culturels, sociaux, voire religieux des populations avoisinantes ces aires protégées? Eh bien, justement, les populations locales et autochtones jouent un rôle prépondérant dans la conservation de leur milieu. Il y a ce qu'on appelle des outils religieux, donc des tabous, qui sont installés par les prêtres locaux pour empêcher ou pour ne pas permettre aux pêcheurs de pêcher à certains endroits. Pourriez-vous me donner un exemple? Mais c'est le cas du lac Aimé dans le sud du Bénin où il y a la religion vaudou. Et donc les prêtres là sont très respectés et c'est un cadre informel mais qui est en fait accepté par les autorités locales. Un autre exemple, en Éthiopie, l'église orthodoxe éthiopienne a des petites églises partout dans le paysage qui sont entourées de forêts sacrées. Et donc dans ces forêts résident les dernières populations de hyènes tachetées. Et donc c'est un exemple où la religion joue un rôle dans la conservation de la nature. On comprend qu'il est indispensable de conserver les habitats en vue de maintenir les populations animales et végétales. Or, les habitats, je présume, ne peuvent pas rester isolés. Si l'on parcourt la directive sur la conservation des habitats, on note l'existence d'un réseau Natura 2000. De même, le Conseil de l'Europe a prévu la constitution d'un réseau émeraude. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi il est indispensable de mettre ces habitats protégés en réseau? Well, putting all these things in a network is absolutely essential for the long-term survival of many of the species that are being protected. If you have an isolated, fragmented habitat,
that can only sustain a small population, and small populations die out, almost by definition. So by bringing all these different habitats into connection makes that there can be exchange between the populations of the different habitats, making their resilience against extinction much higher. And there's another reason. If you look at climate change, we will see that temperature and precipitation patterns will shift. Now, a species that is locked into a habitat cannot shift along with the prevailing climatic conditions that it needs for its survival. So by bringing these habitats in connection, populations can shift along with the changing environment. And that is in fact the essential thing about these networks. J'ai le plaisir maintenant d'interviewer M. Patrick Rose, qui est directeur opérationnel à l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique. On a vu, la notion d'écosystème joue un rôle central en écologie. Plus particulièrement, la Convention sur la biodiversité de 1992 couvre la diversité génétique, systémique, mais également la diversité écosystémique. La Convention définit la notion d'écosystème comme étant un processus dynamique composé de plantes, d'animaux, de micro-organismes qui forment une unité fonctionnelle. Les juristes sont quelque peu décontenancés devant cette définition. Ils ont du mal à en cerner les contours en raison de sa complexité. Pourriez-vous nous éclairer sur la portée de cette définition d'écosystème? So an ecosystem is the net result of the interaction between the non-living world and the living world. The non-living world, such as the water in oceans and the sediments, the bottom of the oceans. And this net result is an interaction which is caused by the exchange of nutrients, energy, the carbon cycle. So it's a very dynamic system. And it's very important to consider this non-living part of the equation as well, because that is one part where we as humans interact by acidification, for instance, of the oceans, or by causing a warmer sea. The importance of it is quite fundamental. I mean, the moment you change something, the dynamics change and everything can change. Donc l'écosystème est en quelque sorte instable puisque la moindre modification est susceptible de mettre en péril la biocénose. Yes, indeed. So major changes will cause a change of the interaction. It can be the availability of nutrients. I mean, eutrophication is a good example. Too much nutrients enter the water column and it changes how organisms respond to that. So you change the entire system essentially. But it can be other factors. It can be global warming causing much warmer water. And in the case of the oceans, or the input of carbon dioxide causing acidification, it makes that calciferous organisms no longer are able to maintain their structure. So you can have quite important factors in this abiotic part that cause major changes in the biotic part. À relire la Convention sur la biodiversité, je me rends compte qu'une notion est absente, celle de service écosystémique, alors que cette notion est constamment mise en avant par les économistes. Ceux-ci soulignent l'importance économique que représentent les services rendus par les écosystèmes. Pourriez-vous nous éclairer sur cette notion? Ecosystem services is a relatively recently concept which tries to calculate the importance of ecosystem services for man in economic terms, and we often do not fully understand the size of it. I mean, there are very common examples like fisheries and agriculture that are really important economic factors in life of man, particularly fisheries. It's very dependent on well-functioning ecosystems, so if one changes, the economic impact is major.